Un plaisir de vous retrouver pour le compte de ce forum politique de ce mercredi 14 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, depuis quelques semaines déjà, l'ex-président Boni Yayi et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongbeji, multiplient les rencontres. Le 16 avril 2025, une première entrevue a lieu à Porto-Novo. Quelques jours plus tard, le 27 avril, ils échangent à nouveau à Cotonou. Ce samedi 10 mai, une troisième rencontre s'est tenue toujours dans la capitale économique. Dans le même temps, le parti FCBE est secoué par des sanctions internes. Le 6 mai 2025, le bureau exécutif national suspend 5 cadres, dont l'ancien ministre Alain Adiou, qui annonce sa démission dans la foulée. Pendant ce temps, Richard Boni Orou, président du parti Le Libéral, qui affirme sa volonté d'être présent à toutes les élections. Autant de faits qui invitent quand même à réfléchir. La recomposition est-elle en marche? Que mijotent Yayi et Hongbeji? Où va la FCBE? Que prépare ou que comprendre des déclarations de Richard Orou? Ce soir, nous irons au-delà de la simple photo ou de la poignée de main. Il s'agit de comprendre les dynamiques en jeu, les intentions probables et les implications possibles à l'approche des élections générales de 2026. Et bien sûr, ces échanges se mèneront avec nos invités déjà installés, comme d'habitude. À ma droite, notre expert en gouvernance, Joël Taïgedegbe. Bonsoir. Bonsoir Mel, bonsoir aux téléspectateurs. Et à ma gauche, le consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce soir, Georges Anagonou fait défaut à son fauteuil. Il est absent, mais il nous suit comme... Une fois de plus. Une fois de plus. Une fois de plus, bien sûr, une fois de plus. Bon. La nouveauté ce soir, c'est qu'on n'a pas la technologie avec nous, effectivement. Alors, je commence Mais avec... parce que bonjour depuis d'accord. Dis-lui bonsoir. Oui, si, je le salue depuis sa position. Je disais tantôt qu'il nous suit depuis sa position. Hein. Bonsoir à vous. Hein. Georges Anangonou, vous ne pourrez intervenir, mais quand même, vous allez quand même nous manquer. Il aura enquiquiné personne ce soir. Comme vous le dites. Alors, avec votre permission, nous allons démarrer ces échanges déjà. Le temps est déjà imparti. Joël Ataïgedegbe, voilà la FCBE qui suspend des membres de son parti, les déclarations récentes de Richard Orou, les rencontres entre anciens. Quelle lecture faire de ces dynamiques à l'approche des élections générales de 2026? Écoutez, j'ai en partie envie de dire que tout ça n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Autrement dit, n'est-ce pas, la chronique ordinaire de la vie des partis politiques, qui est faite de désamour, de rencontres, d'anathèmes, de proclamations, de bonne foi. Il y a à boire et à manger dans tout ça, voyez-vous. Est-ce que nous devons absolument faire parler des photos, des poignées de main qu'on nous a donné à voir sans plus? Moi, je suis dans l'expectative. Mais pour rebondir au moins sur la question de la CBE, c'est une clarification qui n'avait que trop tardé. Et s'agissant principalement de M. Adiou, je pense que l'intéressé lui-même a tenu à rappeler les circonstances ou dans quel enchaînement les faits ont pu se passer. Mais c'est au fond la vie de toutes les organisations. Il avait quitté l'FCDBE, je crois, pour rejoindre la FCBE en tant que conseiller du secrétaire exécutif national Paul Hongbe. Mais à l'évidence, pour qui connaît un peu ce milieu, le désamour était dans l'air depuis. Il a confirmé que depuis sa dernière apparition publique avec
la direction de la SCBE, il n'avait plus été en odeur de sainteté. Et on peut superposer ça à ces absences très voyantes sur toute la période. Mais je préfère laisser les uns les autres s'exprimer, nous donner à voir exactement quels sont leurs actuels positionnements, pour ne pas dire leur futur positionnement, puisque vous avez parlé des élections générales de 2026. C'est peut-être ça qui fait courir tout le monde, y compris M. Richard Boniorou, qui vient de rentrer dans le sérail de plein pied en constituant son parti, le libéral, il y a peu. Et ça va donner quoi? Centrisme, alliance avec alignement sur la majorité présidentielle, ou bien va-t-il plus que jamais être avec l'opposition, mais qui n'a pas manqué de décrier depuis quelque temps, signalant là également un nouveau positionnement dont il faudra attendre d'avoir assez d'éléments avant de se risquer à quoi que ce soit. Merci à vous. Quant aux anciens, oui, allez-y. Non, les anciens, ils vivent, ils nous prouvent qu'ils ont peut-être encore de la ressource et ils tentent des combinaisons, probablement. On va voir ce que ça va donner. Justement, on va aller à tout à l'heure, point par point. Alors, Agapit Napoléon Maforican, des sorties différentes, des déclarations de part et d'autre, mais on a l'impression que tout cela converge dans le même sens, à savoir les élections à venir. Oui, pour moi, c'est pas une tempête d'eau. C'est pas une tempête d'eau dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau. C'est ça l'expression. Non, pour moi, c'est l'animation. Vous voyez, on commence par s'adapter. On a dit, oui, c'est terme, ça ne bouge pas. Oui, ça bouge. Parce qu'on commence par s'adapter. On commence par comprendre que l'environnement a évolué et chacun commence par se mettre au jour. Ouais, il y a eu Mbedi. C'est comme on se retrouve. En 2016 déjà, ils étaient ensemble. Ils ont surpris avec cet accord, vraiment surprise autour de Zinsou. Et je pense que l'intermède de talent de Mbedi n'a pas porté devant le patriarche les fruits qu'il attendait peut-être. Il a certainement déjà terminé d'extraire le jus du citron et il lui fallait regarder encore ailleurs pour continuer d'exister. Et bien naturellement, les grands bras de Yahi étaient encore ouverts, donc il est allé se jeter et on va les sentir. Sans doute, ils mijotent quelque chose. On va comprendre seulement, est-ce qu'ils ont compris que l'environnement a évolué? Ça, c'est déjà les maigres résultats obtenus par Mbedi en 2011, en 2016 à Porto Novo, avec déjà le positionnement de Patrice Talon et de Sébastien Adjovi, et de Sébastien Adjavon, si aujourd'hui encore il récidive, je ne sais pas autour de quel candidat, ce ne sera ni lui-même le patriarche Mbedi, ni le président Boni Yahi. Certainement pas Zinsou qui a sans doute déjà dépassé les 70 ans, si je ne me trompe. Alors finalement, ce sera autour de qui? On va observer ça de près. De l'autre côté, l'actualité de FCBE, je pense que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Et là, je dirais que c'est une tempête dans un verre d'eau. Je dirais que parce qu'en réalité, si vous avez simplement circonscrit l'actualité au renvoi et aux suspensions. Non. Depuis 3 mois, l'FCBE bouge. Il bouge. Mais avec une communication terne. Mais ils bougent quand même. Ils bougent. Ils font de leur mieux. Mais on ne voit pas où on ne voit pas le projet. Paul Onkpel se satisfait, se convainc et plutôt rassure que le parti est là. On sent le parti là, mais où sont les militants? On sent le parti là, mais autour de quel projet? Le parti a des cadres. Le parti vit. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le parti vit. Le parti a encore quelques élus communaux qui tiennent. Et ça, le problème est, quelle est la communication du parti? On voit rarement Paul Onkpel et les siens au cours d'activités politiques où on les sent dynamiques, engagés, vraiment orienté vers demain. Et donc, on peut comprendre les doutes de Adiou, qui, lui, orientait beaucoup plus vers l'opposition. Contrairement à Onkpel, orienté beaucoup plus vers le centre,
Je comprends, c'est-à-dire, bon, pour dire que, un peu vers la refonte, donc une possible gestion du pouvoir avec ce que même les partis de la majorité peuvent désigner. Il y a deux visions du parti qui auraient dû être tranchées au cours d'un conseil, mais qui a fini par se gérer par radiation ou par suspension, démission ou autre. Donc, on attend de voir ce que ça va devenir au niveau du FCBE, mais ce n'est pas que... Comprenons que l'épisode du week-end dernier n'est que la résultante de l'incapacité du parti à se donner une ligne claire, peut-être décider au cours d'instance qui permet à chacun de savoir qu'il y a une discipline à avoir. Et maintenant, FCBE, c'est un parti modèle aujourd'hui parce que le parti n'est la propriété de personne. Parti créé sous Yahi, parti abandonné par Yahi, parti géré quand même plus ou moins depuis 2019, 2020 par l'équipe de Paul Nkwe, et quand même qui tient, qui a derrière lui un certain nombre de dons. Je pense que il va falloir que le parti se donne une voix forte. À mon humble avis, c'est terne, je continue de le penser, c'est terne actuellement, et les derniers épisodes, je ne pense pas que ça va créer quelque chose de grave dans le parti. Je pense que ceux qui hésitent, ceux qui ont besoin peut-être un camp doit libérer la voie à un autre, hein, pour que l'autre assume ce qu'il a envie de faire, mais qu'il le fasse tout. Alors, que dire de Richard Boni, Richard Boni Worou? Alors, Richard Worou, moi, je me dis, c'est peut-être actuellement la meilleure illustration que les gens comprennent que ça a changé. Le discours de Richard a évolué au fil des années. Il y a 3 ans, il ne croyait en rien. Il était dans la négation totale de tout, dans l'accusation systématique de talons et de son d'équipe, à mon humble avis, dans un verbiage creux, hein, où on ne sait même pas ce qu'il voulait réellement. Et aujourd'hui, on le sent un peu revenir presque vers la grande maison, la maison mère, mais à pas feutrer. En réalité, en gérant sa communication, il le fait avec maestria, il faut le dire, un peu dans le style ancien, des tirs, des laudations concertées à travers journaux. Et tout ça, oui, ça appartient à un passé qui n'est peut-être pas encore totalement révolu, mais qui le positionne, puisqu'il y a du creux actuellement, il y a du vide. Il a pu utiliser le vide médiatique pour se positionner et montrer à tous qu'il revient. En tout cas, qu'il vient. Alors, ne soyons pas surpris demain de le voir rallier un des navires, très probablement le BR, ou peut-être le PR. Mais en tout cas, Richard Worou, Boni... Qu'est-ce qui vous fait penser au BR? Je dis très probablement le BR, je suis un analyste. Hein, sa zone de prédilection, vous regardez un peu, vous voyez un peu ses penchants, vous voyez un peu ses déclarations. En plus, ce n'est que des supputations, je ne dis pas que mathématiquement c'est cela. Nous attendons de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va entendre parler de lui. C'est un bon monsieur, c'est un intello, c'est quelqu'un qui a témoigné, quelqu'un qui a fait entendre sa voix pendant ces 5 dernières années en tout cas, donc qui a occupé l'actualité. Peu ou prou, il a sa place et je pense qu'il vient au bon moment pour occuper sa place. Et là où il y a plus de place à prendre de manière utile et fort utile, il me semble que vu d'où il vient et vu les dynamiques de positionnement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dans une dynamique BR que l'UPR. Mais on verra bien, ce n'est que des supputations. Vous avez commencé à donner les grands axes des réflexions, mais nous allons y aller point par point. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, on a commencé par le dire déjà, la démission d'Alain Adiou du parti FCBE. Alors, ce départ qui intervient à moins d'1 an des grandes manœuvres pour 2026, ce timing est-il anodin? Oui et non, il faut bien se signaler en temps utile pour ne pas être largué par l'actualité non plus. Il y a un moment que M. Adiou n'était plus très présent dans les médias, mais il faut lui rendre justice de ce que personnellement il était
en train de préparer une forme de retraite et de l'engagement actif, de l'engagement pour la conquête des mandats électifs. Ça, je puis l'affirmer sans me tromper. La question de son positionnement, il y répond à sa manière, mais on demande davantage de faits pour étayer ce qu'il affirme, ce qu'il veut faire croire à qui bien voudrait l'entendre. Quand il dit qu'il est résolument dans l'opposition à la gouvernance actuelle, mais tout en récusant le parti majoritaire de l'opposition que sont les démocrates, et en claquant la porte ou en se mettant ou en rentrant en froid avec le FCBE, je ne vois plus trop ce qui lui reste, à moins que M. Richard Boni-Orohou occupe quelques espaces au niveau de l'opposition qui lui conviennent, puisqu'il a dit qu'il était parti pour supporter, pour soutenir un candidat à la présidentielle. Dans tous les cas, avec les éléments de la loi, on ne peut pas s'autoproclamer candidat, ou en tout cas, il faut pouvoir aller au-delà, démontrer qu'on aura des parrainages de manière conséquente. Et actuellement, il faut 15% des parrainages des élus à l'Assemblée et dans les conseils communaux, pour ne pas dire au niveau des maires. Ça vous fait 28 parrainages à réunir, et sur 3/5 des circonscriptions du pays. C'est pas seulement... vous voyez que voilà, les choses ont été corsées. Avant, c'était 10%. Et ça faisait seulement 16 élus qu'il fallait trouver. Sans logique de couverture. Voilà, sans logique de couverture de terrain ou de circonscription. Maintenant, il y a... le curseur est encore... est allé un peu plus... On a resserré un peu plus la vis dans l'idée de démontrer une couverture nationale probablement. Donc la course au parrainage risque d'être chère. Et ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en ont plus que les 28, vont s'assurer qu'ils ont au moins ces 28 qui couvrent utilement les 3/5 avant de distraire le reste, ou bien de laisser distraire même ceux qu'ils auraient en surplus. Et ceux qui n'ont que 28, comme les démocrates, je ne sais pas trop si leurs 28 couvrent les 3/5 des circonscriptions. Oui. Et la SCBE, une partie de la crise serait venue de ce que M. Adiou a cru devoir dire au nom de ses camarades, qu'avec les 6 mairies détenues par les FCBE, il se tenait prêt à suppléer tout manquement, toute défaillance au niveau des démocrates. Moi, je dirais, pas que défaillance, mais peut-être toute difficulté à couvrir éventuellement même les 3/5. Donc, c'est une combinaison qui est loin d'être décidée et décidable. Alors, M. Boni-Orohou, Richard Orohou, lui, je ne sais pas s'il a commencé à montrer, à sortir les griffes pour la présidentielle. Mais si c'était le cas, ce serait en comptant sur quel parrainage, lui dont le parti n'a aucun élu. Alors, dans la logique du dernier code électoral, on ne voit que 3 partis en mesure de réellement soutenir des candidats à la présidentielle. That's the question. Merci à vous, Joël Atay-Guédégbé. Agapit Napoléon Maforican, après sa démission suite à sa suspension, Alain-François Adéou déclarait « J'ai été suspendu sans avoir été entendu. La FCBE souffre d'un déficit de dialogue interne et de transparence. » Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette déclaration? Vous ne me verrez pas entrer dans le fonctionnement interne de la FCBE. Donc, Adiou, l'FCB, ce n'est pas son premier parti. Moi, je pense que sur la dernière décennie, en tout cas de 2016 à aujourd'hui, je pense qu'il a fait le tour. Hein. Il a fait Talon, il me semble, au début. Après, il a fait Javon, si je ne me trompe. En tout cas, l'un des deux. Après, il a fait FCDB, qui était plutôt un parti de type centriste, qui est de même chose que l'FCBE. Cette FCBE-là, c'est l'autre vision, c'est l'autre revers de FCDB.
C'est le type centriste. Moi, je les appelle des centristes parce que, évidemment, l'éclectisme, c'est plutôt penché dans un sens comme dans un autre. Donc, opposition moins radicale, non radicale, c'est peut-être ça. Alors, Adio est un militant chrétien social. On peut le dire. C'est pas un extrémiste, mais c'est quelqu'un qui croit fort en ses convictions. Aujourd'hui, l'évolution de la carte entre un Adio et un Paul Onkpé, il y a un gros fossé. Paul Onkpé est un politique, tout simplement. Idéologie pas classable. Adio, lui, il est classable idéologique. Il est classable idéologique. Donc, c'est normal qu'il se heurte sur les questions de cette manière-là. Adio et le professeur Toliba auraient pu s'entendre parce qu'ils sont à un niveau presque acceptable de réflexion commune où ils peuvent discuter. Mais Paul Onkpé est un politique. Lui, il est politique pur. Et donc, lui calcule. Oui, il s'est tué pendant longtemps. Après, il a choisi sa radio pour aller faire son interview. Et après, il va laisser le jeu se faire. Il ne s'embarrasse pas de formules. Et ce n'est pas les déclarations dans les médias qui le perturbent. Donc, il roule. Il a dit qu'on aurait déjà fait des droits de réponse. Même si ce n'est pas lui-même. Voilà un peu la différence. Alors, si Adio a quitté, c'est sûr que il n'attendait pas voir, il n'attendait pas venir, il ne voyait pas venir. Or, dès lors que le parti des démocrates les a rejetés, aussi clair, je pense qu'ils ont été humiliés par le parti des démocrates, il ne faut pas tourner en rond. Il ne restait qu'à se pencher d'un côté. Il ne faut pas forcer, on ne force pas une amitié, on ne force pas une alliance, on ne force pas une cohabitation politique, une coalition politique. Vous ne pouvez pas forcer. C'est le champ politique. Les gens les ont marginalisés tout le temps. Et au dernier moment où ils ont besoin d'alliés forts, et ceux qui détiennent encore un peu de cartes, c'est l'FCBE. Ils les laissent et ils vont coaliser avec ceux qui n'ont rien et qui n'ont en perspective rien. Donc, le cadre de concertation de l'opposition là devrait se faire autour du parti des démocrates et du parti de la FCBE. Mais ils ont abandonné, les démocrates ont abandonné la FCBE, ils sont allés avec d'autres qui n'ont rien et qui n'ont de perspective de rien avoir dans le cadre actuel. En tout cas, pas dans le cadre des élections de 2026. Alors donc, il fallait tirer les conséquences. Je pense que Paul Onkpé, il est dans cette dynamique-là. Tirer les conséquences. Adio, lui, il est peut-être dans ses convictions fortes. Donc, vous voyez, ce qui se passe là. Donc, pour moi, ce qui s'est passé le week-end dernier n'est que la résultante de l'absence d'une ligne claire au niveau du parti, ou bien de l'absence de l'affirmation de la ligne claire entre les organes dirigeants du parti. Moi, je suis peut-être un peu plus apparenté, mais je regarde quelqu'un comme Edenio Bachabe, qui est maire quand même d'une commune aussi importante comme la commune de Savé, mais qui est FCBE. Et je me demande, ils vont où? Alors qu'on est à quelques mois des élections. Ils vont où? Donc, ils ne peuvent pas errer. Ils doivent se positionner. Donc, j'ai compris que Paul Onkpé gouverne le navire, enfin gouverne l'appareil vers la majorité. Et cherche maintenant l'ancrage. Adio n'est pas de cette logique. C'est ce que moi j'ai compris. Et je pense que la clarification se fait actuellement. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est lui. Donc, et Adio et les autres cadres qui ont été, dont je n'ai pas vu passer les noms, mais j'ai quand même vu qu'il y a 4 cadres en dehors de lui, ou 5. Je pense qu'eux, ils se penchent vers l'autre camp. Donc, c'est une question de positionnement. Je pense qu'avec les jours à venir, on verra un peu plus clair, un peu dans cette évolution. Mais voilà l'orientation que moi je veux. Maintenant, qu'elle accueille la majorité
fait au FCBE. Et qu'est-ce que le FCBE vaut également aujourd'hui sur le terrain? Parce que bon, on peut faire des déclarations, d'accord. Mais de manière concrète, 10%, dans toutes les circonscriptions électorales, elle l'a encore jamais eu. Sauf quand elle était au pouvoir avec Boni Yahi. Donc, le parti là actuellement, plus les démocrates réunis, et sous l'appareil politique de Boni Yahi. Bon, les démocrates ont pu avoir les 10%, mais encore dans quelles conditions? Donc, à mon humble avis, il y a encore bien des équations à régler au niveau du parti, le FCBE. Et je pense que Paul Ngba essaye de tenter. Il essaye de positionner pour sauver ce qui peut encore l'être. Le départ d'Adiou ne change pas grand-chose à mon humble avis. Ça permet au parti peut-être ça permet la clarification de fait et la recomposition attendue. Merci à vous, Joël Ateguedegbe. Pourtant, lorsque le parti réagissait à travers la voix de Aboubakar Yaya, hein, il disait que Alain Adiwa commençait à jouer dans l'autre trouble. Hein. En termes clairs, c'est comme s'il jouait les espions. Est-ce que cela serait dû à sa position idéologique telle que l'expliquait tout à l'heure le consultant politique? Non, est-ce qu'il faut dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité? Il faut d'abord se poser la question de ce que valent aujourd'hui les FCBE dans cette version-là. En termes de parrainage, ils en ont officiellement et théoriquement 6. Mais est-ce que les 6 sont réellement en place encore? Est-ce que les 6 maires voient les choses de la même façon que la direction? C'est une question à laquelle il va falloir répondre très prochainement. Et les illusions risquent de tomber. Alors, les 10% au niveau national, ils ne les ont pas. Ils les ont eus en 2020 dans le cadre d'une élection où il n'y avait que l'UP, le Renouveau, l'UP simple, voilà, le BR, et eux qui étaient qualifiés. Mais depuis, en 2021, pour aller à la présidentielle, M. Paul Ngba et M. Soumanou, je crois, ont été en duo avec quel parrainage? Si ce n'était pas des parrainages issus de la majorité présidentielle. Le seul hic, c'est que M. Adiou ne les a rejoints qu'après coup. Il n'était pas avec eux en ce moment. Et donc, c'est peut-être lui qui se trompait en les rejoignant, en croyant qu'ils incarnaient, qu'ils auraient été un bon point d'ancrage, un meilleur point d'ancrage que la FCDB. Je ne sais pas sur quelle considération il a claqué la porte de la FCDB, qui n'a plus d'ailleurs participé à aucune élection, et qui a cru devoir dire, quand elle a été disqualifiée en 2019 à travers son patron, qui a cru devoir demander à ses militants de soutenir un des 2 blocs de la mouvance présidentielle. Dans la logique de M. Adiou, ça pouvait se comprendre qu'il ne fut pas d'accord avec eux. Mais bon, le compagnonnage n'avait que trop duré. Les confusions encore plus, comme a dit Agapit, à défaut d'un conseil national, d'un congrès de clarification, ben, chacun reprend ses billes, bruyamment ou pas. Et je dis que d'ailleurs les 6 maires, sur les 6 maires, on va devoir voir, on finira par voir si les gens sont toujours en place ou pas. D'autres figures importantes de la FCBE qui étaient en conflit, en dissidence avec l'aile autour du président Yahi, d'autres figures ont fini par rejoindre la majorité présidentielle. Monsieur Yarou, leur ancien porte-parole de la FCBE, j'oublie son nom, l'ancien chargé de la communication qui est parti au BR, M. Yarou est parti à l'UP Le Renouveau, après avoir créé un parti, voilà, LNA ou je ne sais plus quoi, mais bon. Oui, donc chacun se cherche dans l'auberge FCBE, qui en réalité a été un gros fourre-tout également sous le président Yahi. C'était une sacrée machine électorale, il faut le reconnaître. Mais il n'y a jamais eu de clarification idéologique. Et au fur et à mesure que les situations vont l'imposer, ben, chacun va devoir choisir son camp, son parti, et on verra concrètement ce qu'il va en rester. Monsieur Paul Ngba
au fond, ne s'y est pas trompé. Rejeté déjà qu'il l'est par ses anciens amis qui sont devenus les démocrates, il ne voit son salut que vers la mouvance. Et il ne s'est pas privé de demander de manière explicite au président Talon si sa main était toujours tendue. Et bon, donc, pas besoin de faire un dessin pour dire qu'on est en route vers plutôt la majorité présidentielle. Ça va se faire sous quelle forme? Il n'y a que ça qui représente le suspense, si suspense il doit y avoir. C'est pourquoi moi je parlais en gros d'une tempête dans un verre d'eau pour tout dire, sauf le respect que j'ai pour ce parti, pour ses militants. Et il faut les saluer pour les efforts qu'ils font, mais concrètement, sur table, à l'heure du bilan, je ne vois pas trop ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, Agapit Napoléon Maforican, dans cette contexte tel que exposé par vous et Joël Atay-Guédégbé, peut-on encore parler de leadership autour de Yahi? Non, ça n'a rien à voir avec Yahi. Le FCBE, c'est fini. Yahi a détaillé du FCBE en 2000. Il a démissionné, il a écrit ça. Bon, donc, au moment où le parti comptait sur lui pour aller aux élections communales, en 2020, donc au moment où Yahi comptait sur lui. Donc, il n'y a plus de leadership. Le FCBE, ce n'est plus autour de Yahi. Ça fait déjà 5 ans, là. Eux, ils estimaient qu'ils sont allés à la conférence politique, comment on appelle, au dialogue politique. Ils ont satisfait à tous les engagements possibles pour lui offrir le récépissé. Et lui, il estime que bon, c'est la troisième force de Talon. Et bon, voilà le contexte de 2019. Eux, ils ont gagné. Et ils ont gagné pour l'opposition beaucoup de choses. Quand ils sont allés au dialogue politique, parce qu'on a retouché au texte que les gens estimaient chrysogène, on a ouvert un certain nombre de champs. Il y a eu ce statut de l'opposition. Il y a eu la révision de la Constitution opportunément pour un certain nombre d'acquis et qui n'a pas été exploité par le camp Talon pour s'offrir des grades particuliers ou un grade particulier alors qu'ils étaient majoritaires au Parlement. Donc, on peut dire que les FCBE ont joué le rôle sacrément important. À un moment donné, on devrait pouvoir, l'analyse doit pouvoir aller par là. Au moment où l'opposition la jouait importante, ou bien comment on le dit dans un français plus simple, radical. Oui, radical, les FCBE ont joué le jeu. Ils ont eu un candidat pour les législatives, pour les communales. Ils ont posé des candidats pour les communales de 2020. Ils ont eu un candidat pour les législatives et pour la présidentielle de 2021. Donc, ils ont présenté un duo. Donc, on peut dire qu'ils ont sauvé les réformes. Adiou n'était pas là, il faut bien le dire. Adiou n'était pas, donc il n'était pas à l'alpha. Il ne sera sans doute pas à l'oméga. Il a fait une irruption. Il en ressort, donc il sort comme il est entré, par saut. Il a fait un saut, pouf, dedans. Il fait un saut, pouf, dehors. Hein? Et donc, du coup, le parti reste tel qu'il était au début de l'histoire. Comme on peut le dire, la nouvelle histoire, celle de 2019-2020. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème de leadership. Le leadership, moi, sans rentrer dans son problème du président Diou et de Paul Hongpei, moi, je dirais que le leadership, quoique minime soit-il, est du côté de Hongpei. Je continue de le dire, moi, je suis admiratif. Avec quelles que soient les limites, toute proportion gardée, il a tenu l'affaire. C'est une parenthèse qui se referme. Exactement, voilà, pour Diou. Voilà. Donc, peut-être que c'est de raison, mais Paul Hongpei a tenu l'affaire. Et il a le courage, hein, au risque que les gens disent que bon, c'était vraiment la troisième force politique de Talon, le courage de regarder, de l'ouvrir du côté de la majorité présidentielle, au moment où les autres le rejettent. Quelques radicales, quelques militants. Un moment où il semble être l'objet de mépris de la mouvance parce que son statut de chef de file de l'opposition, il n'en a pas joui outre mesure. Pas du tout. Mais bon, le décret n'a jamais été changé non plus. Bon, donc du coup, les avantages lui seront rétrocédés. Il a le droit de les revendiquer. Mais le problème est toujours que, rejeté par l'opposition, disons, railler un peu, ou bien moquer presque un peu, ou bien tourner un peu en bourrique, en direction un peu, pas la majorité,
il a quand même le courage de se positionner. Lui, il a fait sa requête. Advienne que pourra. Mais il dira, j'ai fait de mon mieux. Et donc, du coup, pour moi, je pense que avec la configuration du parti, avec le développement de l'actualité, la naissance du Parti des démocrates, est-ce que Paul Ngbe pourrait faire mieux? Est-ce que le FCBE pourrait faire mieux? Je ne pense pas. Et donc, j'ai eu l'impression qu'ils sont restés tels qu'ils peuvent rester. Et bon, on est en train d'aller vers une recomposition. Puis de toute façon, Patrice Talon s'étant annoncé partant, du coup, un nouveau président, c'est toute une recomposition. C'est toute une recomposition. Du coup, il se positionne dans la nouvelle vague. On parle du FCBE, mais moi j'inclus en même temps Richard Boniworou, parce que c'est la même chose. Voilà quelqu'un qui a parlé tout le temps à attaquer, mais qui est éveillé. Il sait que ça va se jouer de 2026 à 2031. Et il n'a pas envie de se la faire compter, sinon il va rester encore dehors à faire des dons par-ci, dons par-là, faire parler de lui. Il a compris qu'il fallait juste revenir dedans. Et donc, lui aussi, il revient dedans. Il veut faire parler de lui, il veut commencer son histoire. Il revient sur la base des réformes qu'il a attaquées. Un peu comme les démocrates. Il revient dedans. Il n'a plus fait son mérite. Il est resté, bon voilà, il n'est pas de la majorité, il n'est pas de l'opposition, il ne donne pas blanc-seing à l'un ou l'autre. Bon, mais ça c'est le langage de départ. Le langage de départ va finir par se positionner. À défaut d'aller aux démocrates, je ne le vois pas vraiment là. Il n'en a même pas d'avenir, à mon humble avis. Donc, est-ce qu'il peut avoir des ambitions de présidentielle? Pas évident. C'est pas évident. Donc, il est lucide pour ne pas en avoir. Donc, du coup, il lui reste quoi? Il lui reste à peut-être guetter quelques strapontins au niveau communal pour pouvoir aussi dire je suis dedans. Hein? Donc, un poste de... S'il arrive à être positionné, élu communal, avec, disons, candidat conseil communal, ou même candidat député, qui sait. S'il arrive à faire une entente et refondre ces gens dans un des partis d'envergure, les partis de gouvernement là. S'il a dit le FCBE, et le BR, l'UPR et éventuellement peut-être bon. Donc si on passe les deux, s'il arrive à se glisser dans l'un de ça, dans le cadre d'un accord tacite, ça, il aurait positionné des gens, mais si je suis sur la coupole donc de ces partis-là. C'est pour ça qu'une fusion ou une adhésion à l'un de ces partis, pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Avant, d'ici octobre, au positionnement des candidatures pour la présidentielle, ça ne me surprendrait pas. J'ai l'impression qu'il est sur ce cheminement-là. Puisqu'il a envie d'y être. Il a envie qu'on parle de lui, il a envie de faire partie désormais de l'histoire politique. Il a compris que le temps de rester à la frontière et de cogiter à haute voix et d'opiner sur la gouvernance et surtout de jouer un peu au trouble fait ne porte pas de fruits et qu'il faille bien s'inspirer d'autres cas. Donc apparemment, il a décidé à faire parler de lui. Moi, je pense que FCBE, Richard Oroub, donc je pense que c'est peut-être les mêmes postures actuellement. On regarde la majorité. Mais avec un discours plus clair. Du côté de FCBE, de Richard. De Richard, mais quoique. Bon, M. Paul Ngbe, c'est un homme de terrain, c'est un homme de couloir. Mais Richard ne le dit pas encore clairement là où il va. Et pour lui, c'est... Il a à voir comment il récuse l'opposition. C'est pour ça que je dis, voilà. Donc, le voix au FCBE n'est pas, le voix aux démocrates n'est pas vraiment parce que. Les plus, donc, quasiment à l'ordre du jour. Il s'incline, il pense, mais il n'a pas l'ordre. Et au plan des idéologies, pour ce qu'il proclame, il ne reste que le BR en réalité. Voilà. Mais au plan des hommes et des circonscriptions, on peut se demander si lui, il va y trouver son compte. Ou si on va quand on regarde la configuration. L'y accueillir. Quand on regarde la configuration, il peut bien trouver son compte s'il n'est pas en griffe, gourmand. Il peut trouver son compte quoi, s'il n'est pas trop gourmand. Parce qu'en réalité,
il est d'une région où il peut toujours se glisser dedans pour commencer l'histoire. Et dans cette posture-là, avec les moyens qu'il a là, avec il a une image quand même qui passe. Je pense que c'est un bon communicant. Je pense que il peut entrer tranquillement, peut-être par la fenêtre, et dedans, et après se positionner devant la porte. Je pense que c'est possible pour lui parce qu'il a, c'est vrai qu'il y a déjà sur place, il y a déjà des gens, il a de la Donga, et aujourd'hui, vous regardez un peu les logiques de cette région, vous verrez bien, après Biotchané, vous avez Mali Communal bien naturellement, et qui pour moi apparaît comme naturellement la nouvelle figure, mais autour de Malik, il y a, on peut parler de Bida, qui est ambassadeur aujourd'hui et qui va partir, certainement lui va laisser le champ. Il va laisser le champ, et puis donc il y a que Malik Gomina est là, on ne sait pas la suite, et donc avec Richard Orou, donc il y a la milice Adia qui est là aussi, on ne sait pas si elle a un rôle à jouer après. Donc voilà un peu cette région-là, mais elle n'est pas, comme aujourd'hui avec la configuration politique et les donnes du code électoral, il ne s'agit pas d'être d'une commune influente, il s'agit encore beaucoup plus d'élargir le champ. Je pense que Richard Orou, il a fait son analyse et il a compris qu'il lui fallait rentrer dans les rangs. Il est en train de le faire. Voilà, je trouve que pour moi, c'est plus sage que de rester à la porte et de crier à Ouiadia. Merci à vous. Vu que vous l'avez déjà introduit, alors nous en parlons. Richard Orou, justement, pendant ce temps, affirme également, nous serons à toutes les élections. Joël Ateguedegbe. Bon, enfin, peut-être je vais arracher la parole, parce que, un peu pour terminer là où je veux. Non, il ne sera pas à toutes les élections. Il ne sera pas à l'élection présidentielle. En tout cas, le parti là ne peut pas aller à l'élection présidentielle parce que lui n'aura pas de part. Voilà. Il peut pas ça. Il peut peut-être aller aux autres, mais celui-là, c'est là, et c'est difficile pour lui parce que il faut avoir, comme l'a dit Joël l'avait déjà dit tantôt, il faut avoir les parrainages. Et ça, c'est pas du gagné. Pas du tout alors. Mais alors, pas du tout. Il ne peut pas. À moins qu'il soit adoubé par l'un des trois partis. Et donc, le PL, le Renouveau, le BR, et c'était quand même facile pour lui de venir du Néa. Enfin, pas du Néa, de venir d'où il vient là. C'est-à-dire, après avoir attaqué tout, et d'être le candidat du parti. Ce serait trop. FCB, il peut être candidat peut-être à la limite des démocrates, mais apparemment, ça ne se passe pas encore bien de ce côté-là. Donc bref, est-ce qu'il peut être à toutes les élections? Moi, c'est pas possible. Qu'il participe à un des duos majorité présidentielle. Bon, quoique. Mais le défi, c'est déjà de pouvoir présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Pour les législatives, c'est pas rien. Il faut pouvoir le faire. Et pour l'avenir de son parti, c'est plus intéressant, c'est plus indiqué. Et après, oui, et au même moment, il faut en positionner dans 546 arrondissements ou circonscriptions. C'est un défi pour tous les partis. Certains auront relativement un trop plein, mais les nouveaux venus sur la scène, quand même, auront du mal. Il affiche une détermination à occuper l'espace électoral en 2026. Non, c'est bien, c'est tant mieux. Il a un discours intéressant. Est-ce qu'il est seulement de circonstances? Est-ce que ce sont des convictions qu'il exprime comme ça? Il n'y a que le temps pour nous en informer davantage. L'opportunisme est la chose la mieux partagée en politique. Et donc... C'est vrai que vous avez penché dans vos analyses pour la balance mouvance, mais que vaut l'option Orou dans l'opposition, par exemple? Non, les anathèmes qu'il a développés récemment vis-à-vis de l'opposition, il récuse même le terme opposition. Et donc il va assez loin. Et j'aime bien sa provocation. Et il élève quelque peu le niveau du débat. Il n'a pas de répondant pour l'instant. Exactement. Et ça, c'est dommage pour le débat politique. C'est peut-être là que la communication est vraiment bien pensée et peut-être bien timée. Parce que honnêtement, on a l'impression qu'il y a de place que pour lui. Si ce n'est pas l'FCBE qui sont venus perturber son champ communicationnel, on dirait que c'est bien timé
il est tranquille, il déroule, et les médias n'en ont que pour lui depuis 2 semaines. Pratiquement, c'est à croire que l'oracle lui a donné le moment. Parce que si les 3 partis qui sont à l'Assemblée, qui ont la capacité a priori d'avoir les parrainages, voulaient un peu diversifier le jeu en se faisant quelque peu généreux au-delà d'eux, ils se positionnent assez bien pour recueillir les surplus de parrainage. Oui, mais les surplus de parrainage sont conditionnés aussi. Ils sont conditionnés par la couverture des circonscriptions. Non seulement par la couverture des circonscriptions, mais par l'accord des partis. Il faut que un parti ne peut plus soutenir 2 candidats. Non, parce qu'il faut... Non, s'ils ont des surplus, peuvent s'entendre toujours. Dans le cadre d'un accord de gouvernance. Oui, mais il ne pourra pas être un candidat en dehors de l'accord de gouvernance. Non, il peut, si par exemple son parti signe un accord avec un parti X parmi les 3 partis. Pour les législatives. L'accord de gouvernance, c'est pour la présidentielle. D'accord, pour la présidentielle. Alors, donc ça veut dire que le parti peut le soutenir. Et renonce à présenter quelqu'un du cru? Et certainement, non. Un parti comme est-ce que la loi dit que un parti qui a plus de 28 ne peut soutenir qu'un seul? La logique voudrait qu'un député ne puisse soutenir qu'un candidat choisi par son parti. Oui, mais le parti peut dire, mais au nom de la pluralité, comme on voit en Europe. Ça m'étonnerait. Si le parti a double, il peut toujours. À moins qu'il rentre dans un duo. Oui, peut-être qu'il peut dans un duo, ou comme dans un accord de gouvernance. Quand on va gagner, je pense que s'il y a accord de gouvernance et que lui, il était candidat, ça me paraît difficile pour un parti en mesure de donner 28 parrainages, de les donner tout de go à un indépendant, en guillemets, à quelqu'un qui n'est pas non, c'est pas tous les parrainages. Par exemple, je prends je prends les 28. En fait, ce cas de figure n'est possible que pour l'UP et le Renouveau. Oui. Parce que les 2 autres... Non, même pas à revendre. Bien, maintenant, prenons le cas où l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain font chemin ensemble. Oui. Prenons un cas comme ça. Sinon, il y a le premier cas de figure, c'est l'UP le Renouveau. L'UP le Renouveau, il faut 28. L'UP le Renouveau a 28 et encore une vingtaine encore de plus. Sans compter les maires. Voilà, donc l'UP le Renouveau en a. Oui. En a. Je pense que le Bloc républicain aussi en a quelques-uns. Parce que j'oubliais les maires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas possible que quand l'UP le Renouveau a fini de gérer ses candidats, disent, bon, au nom de la démocratie et de l'accord que nous avons avec tel, que nous puissions... Je ne sais pas si c'est possible. Je n'ai pas l'impression. La nouvelle mouture du code ne laisse pas beaucoup de marge. Et c'est pourquoi je parlais d'un mandat impératif déguisé pour les députés. Non, actuellement, le mandat, il est impératif. Par rapport au parrainage, le code a rendu le mandat impératif. Voilà. Par rapport au parrainage... Une fois que le parti a choisi un duo de candidats, si vous ne voulez pas aller dans le sens souhaité par le parti, il ne vous reste que ça. Mais vous ne pouvez pas aller soutenir quelqu'un d'autre. Je vois. Donc, du coup, il ne peut pas non plus récupérer les subsides. Il ne peut pas récupérer. Il ne peut pas récupérer les subsides. Il va renoncer à positionner des candidats du cru pour ses beaux yeux. En tout cas, dans la majorité, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Et dans l'opposition, je ne peux. Si les démocrates n'ont pas de candidature en leur sein, c'est quand même dommage qu'un parti qui se veut de gouverner. Ouverture pour l'inclure dans un des duos. Oui, c'est possible aussi. Lui individu, oui. Oui, là également, je regarde avec la configuration que nous avons aujourd'hui, je ne le vois pas dans un duo de la majorité. Parce qu'avec les partis que nous avons, on a d'abord les deux grands partis qui sont au Parlement, mais qui sont positionnés déjà pour avoir les 2 duos, les deux. Parce qu'ils sont aujourd'hui toujours un bloc. Même s'ils sont différents, machin, tout ça, ils répondent autour d'un homme. Ils sont aujourd'hui, disons, en discipline au respect de la majorité. Ils ne pourront avoir que 2 duos à soutenir. Ils n'auront qu'un duo d'ailleurs. Au maximum, non, je oui, maximum, mais ils ne se permettront même pas ça, à mon humble avis. Je pense qu'ils vont d'abord, au nom d'une discipline, et surtout de faire gagner les choses, de faire gagner tout, enfin, de capitaliser les acquis.
Je pense qu'ils auront un seul duo. Et même dans ce duo, on retrouvera le Moël Bénin, on retrouvera Renaissance Nationale, on les retrouvera en ordre de bataille, parce que je ne vois pas comment ils peuvent ne pas... Pour moi, leur vraie vie commencera quand Patrice Talon aurait lâché le jeu, c'est-à-dire... Donc, et là encore, c'est pas avant 2031, parce que même si Patrice Talon ne revient pas en 2026, il va travailler à consolider peut-être les bases de la réforme du sympathisant pour que dans nos têtes, mécaniquement, on sache que le jeu se joue autour des partis. Mais il faut commencer par se libérer. Parce que... Mais s'il y a cette logique, on se demande si la stratégie de M. Rumpay et des siens n'est finalement pas périlleuse, parce qu'il sert à quoi en ce moment? Il va entrer dans le jeu. Il va rentrer dans les rangs. Il va se fondre, tout simplement. Et pour ne plus exister FCBE, normalement, s'ils sont intelligents. Il reste que ça. Maintenant, s'ils ont les moyens, parce que c'est vraiment que s'ils arrivent à avoir des candidats pour les législatives, s'ils arrivent à bloquer pour les législatives, c'est vrai qu'ils n'auront pas les 10%. Hein, si les démocrates sont candidats, c'est pas évident. Il n'y a pas place pour deux partis d'opposition actuellement. Il n'y a pas place pour deux partis. Le minimum, c'est 10% dans un accord de... Oui, mais c'est ce que je dis. Et là, les FCBE, les démocrates ne sont pas en train de les prendre. Donc, vous n'êtes plus un partenaire utile dans ce cas. C'est pour ça que je pense que avec son appel de pied, le mieux pour eux, c'est aussi de se fondre tranquillement pour reclarifier le jeu, libérer le champ et se positionner dans le cadre peut-être d'élargissement d'un BR ou d'une UPR. Ou peut-être de Moël, qui sait. Parce que ces partis comme Moël et Renaissance auront aussi un rôle à jouer, et ça, Orden l'a dit, auront un rôle à jouer aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire, les gens pensent que le jeu est déjà fait pour l'UPR, pour le BR et autres. Et ce que dit Orden et que je comprends et que je valide, c'est qu'en mettant la barre à 20%, ça oblige l'UP a continué à travailler comme un parti pour pouvoir atteindre le seuil, et les autres travaillent pour arracher à l'UPR son autonomie, comment on appelle ça, sa suprématie de fait. Donc, il est fort probable que un parti comme l'FCBE qui a envie de se repositionner, imaginons qu'il y a un bon front FCBE, Moël Bénin, Renaissance Nationale, ça pourrait éventuellement, dans le cas des législatives... Sans fusion. Oui, c'est un peu cas de fusion. C'est un peu cas de fusion. Puisqu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a que la fusion pour... C'est un peu cas de fusion. Mais s'ils sont prêts dans un schéma comme ça, s'ils ne sont pas prêts, donc parce que dans un accord de gouvernement, il faut qu'ils aient les 10%. Et dans un accord de collaboration parlementaire, il faut qu'ils aient les 10% chacun. Et là encore, pour moi, au regard du champ actuel, ni Moël, mon cher Jacques a dit, ça n'aime pas trop longtemps que ça, ni Renaissance Nationale, Madame Claudine Pédéchon n'aime pas trop longtemps que ça, mais il est évident qu'ils n'ont pas la place d'avoir 10% national. Non, parce que... Ils n'en ont pas pour 10%. Que des 4 partis, de ces 4, principalement, peut-être NFN également, enfin je prends tous ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, la voie qui leur est commandée, et que la raison leur commande au plus tôt, c'est la fusion. Maintenant, en espérant pouvoir exister comme une machine électorale. Mais demandez-leur, vous allez voir que... personne n'en veut. Voilà, exactement. Donc les égos sont tellement forts. Voilà. Il y a eu tellement d'anathèmes qui ont été... À la limite, on pense que c'est toi qui ne leur fais pas confiance. Quand on fait des types d'analyse, ils ont l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. C'est comme si c'est nous qui votons. Après, il reste que la voie de la fusion avec ceux qui sont déjà en place. En réalité, ces partis sont de type... vous voyez, et c'est là que la réforme, elle est une très bonne réforme, moi je trouve. Hein. Mais il faut qu'elle soit durable pour que les gens voient réellement son impact. Vous voyez, les gens se sont demandé, mais à quoi bon faire la réforme si on a encore un 16e parti, 17e parti, 20e parti. Mais le débat n'est pas là. Ça, c'est l'animation à la base. Vous voyez, on parle de Renaissance, mais la Renaissance est en train de faire X années. Depuis UDBN, je ne sais pas quoi. Donc, elle tient sa chose. Moi, le Bénin, tient la route, c'est militant. Il fait ses rencontres. Mais ça, c'est la base. Mais après, il faut qu'il valide les conditions d'existence dans la durabilité. Et ça, c'est un autre débat. Mais
aussi bien ces partis comme les autres qui existent, qui ne peuvent pas valider peut-être parrainage et autres, mais la dynamique aujourd'hui leur permet quand même d'exister en tant que parti d'abord, jusqu'à un moment donné. Donc, c'est à eux de trouver le mécanisme d'aller combattre ceux qui sont l'hégémonie des autres. Et donc, la bataille se fait. Mais ça se fera sur le terrain, la mobilisation des militants. Je dis, je suis un parti du peuple, le peuple est avec moi, le peuple déteste tel parti. Mais alors, allez sur le terrain, démontrez que que le peuple est avec vous, et aux élections, vous avez le champ. Je pense que cela vaut aussi bien pour l'opposition que pour la majorité. Et donc, Richard Oro, on parlait de lui, qui a passé longtemps le temps à tirer sur le gouvernement et Patrice Talon. Aujourd'hui, en faisant son comeback, enfin, ou bien c'est un comeback, c'est un com. Le bac, il n'y était pas déjà avant. Mais en faisant son entrée dans le système, je pense qu'il tire la conclusion que l'avenir ne se fait que dans ce système-là, que dans la majorité ou dans l'opposition. Il va choisir. FCBE, je pense que Paul Nkpé a tiré la conclusion. Rejeté de l'autre côté, peut-être raillé de ce côté-ci, il se dit de toute façon, je vais. Peut-être qu'il a des assurances. Peut-être. Mais au moins il demande. Au moins il demande. Et demain, il dira j'ai fait de mon mieux. Et Renaissance nationale et Moël Bénin, on va scruter un peu leur comportement, parce que bon, on va scruter un peu leur comportement, mais leur avenir ne peut pas se faire. Et sans finalement une bonne fusion, à moins qu'ils se donnent les moyens de vivre encore 5 années autour des deux autres sans être au Parlement. Parce que 2021, 2026, 2031. Ah oui, donc du coup, vivre 5 années sans être au Parlement et avoir les moyens de gérer, je ne sais pas s'ils peuvent s'en sortir. Donc voilà, globalement, le jeu se clarifiera. Et quand on voit la répartition des postes, à ne prendre que les postes de ministres conseillers, la disproportion est importante et signale les rapports de force. Les autres sont les partis de gouvernement. Est-ce qu'on peut s'accommoder de ça éternellement? Ils ont chacun un préfet, et un ministre conseiller. Un ministre conseiller. Et j'avais cru que Moël se taperait la préfecture du Zou quand l'autre infirmière est décédé, et puis rapidement, on a vu là où c'est allé. Donc, du coup, l'équilibre est respecté et c'est assez parti là-bas. Donc, l'un dans l'autre, l'hégémonie de ceux qui sont là est déjà là. Quelqu'un comme Richard Boni qui veut entrer dedans, va se batailler. Et c'est pour ça que je dis qu'il va rentrer par la fenêtre, s'il est intelligent, il va négocier une entrée douce, soit par l'arrière. C'est plus simple que la fenêtre. Donc, par l'arrière, il entre discrètement dans un système. Mais il a déjà un fond qui n'est pas mauvais. Il a su gérer sa communication, son arrivée, tout ça. Maintenant, il faudrait qu'il trouve un point d'ancrage qui ne sera pas son parti. Donc, est-ce que son parti va être à toutes les élections? Oui, mais peut-être fondu ailleurs. Il a annoncé des rencontres là. Voilà. Bon, donc peut-être ces rencontres donc, aussi vont donner une ailleurs. Je pense que là, il aurait fait un très beau casting. S'il arrive à se fondre et trouver son positionnement, moi je trouve qu'il aurait fait un bon casting. C'est le premier. Le deuxième, c'est donc l'FCBE. Même chose. Même chose, si Paul Nkpé arrive à négocier pour lui et pour certains de ses cadres et entrer aussi dans une refonte totalement en dispersant, en finissant avec ce parti-là, je pense que lui aussi aurait gagné parce qu'il aurait pu il se positionnerait, soit il gagnerait un poste de député, soit il gagnerait un poste d'élu local, maire et autres. En tout cas, et positionnerait également ces militants qui sont ici et là. Je pense là également, c'est une possibilité qui aurait permis donc de nous libérer d'un parti et de montrer comment la réforme du sympathisant arrive quand même à permettre l'union des forces, disons, éparses. Ouais, et c'est peut-être ce qui est attendu de l'opposition et qu'on ne voit pas. Donc, on va scruter pour les mois à venir, les quelques 2-3 mois, le comportement des FCBE et du parti, comment ça s'appelle, le libéral, le parti le libéral de Richard Boniworo. Donc, on va regarder ces deux. Je pense qu'il y a encore des choses possibles qui peuvent se faire. Maintenant, est-ce que Renaissance nationale et Moël Bénin sont dans cette dynamique? C'est à voir. On va également regarder ça de près.
Merci à vous, puisqu'on a parlé des FCBE tout à l'heure. Il y a également les rencontres répétées entre Boni Yayi et Adrien Rungweji qui ne sont pas à leur première. Et pour illustrer ce dont nous parlons, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre cet élément de quelques secondes. Alors, c'était l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adrien Rungweji, qui était au domicile de l'ancien président Boni Yayi. Joël Ataï-Gedegbe, faut-il y voir une simple courtoisie entre anciens acteurs politiques? Ah ben si courtoisie il y a, bon ben ça n'a qu'à continuer. Et puis on verra jusqu'où ça ira. Non, forcément, ils essayent de donner le change. Ils n'ont pas, stricto sensu, tort de se faire des amabilités. Et après, des moments de désamour. Et voilà, ça va, ça vient. Mais on sait que ils ont déjà eu à se jeter des anathèmes. Et bon, ben, si c'est la période des réconciliations, des nouvelles considérations, des nouvelles combinaisons, ce sera sur quelle base? Voilà, c'est ça la question. Et les paradigmes ont changé. Et je ne sais pas s'ils l'ont vraiment intégré ou s'ils se sentent en mesure d'imposer, d'apporter de nouveaux paradigmes. Si oui, ben, ça va être intéressant à voir. Sinon, ben, on constatera que ça n'a été que vaine amabilité. Et c'est tant mieux s'il y a un peu plus de civilité dans notre vie politique. Je n'ai pas entendu, c'était pas des meetings enflammés, il n'y a pas eu d'injures, d'anathèmes à profusion, enfin. Non, c'est contenu, c'est dans la symbolique. Donc on essaye probablement d'envoyer un message. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. C'est au minimum le message de la paradoxale réconciliation. Et ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'on a tenté ça. L'Union fait la nation et Maître Ngbeji est bien placé par rapport à ça. On l'a vu aller vers les Soglo en 2009-2010. Et ça a donné l'Union fait la nation, sa candidature unique à ce niveau-là. Pour les lendemains, conseil également. Comme Agapit l'a rappelé, en 2016, après la juxtaposition des logos, FCBE, Renaissance du Bénin, PRD, que sais-je encore, on sait également ce qu'il en fut. L'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, et on sait encore plus. Est-ce que tout ça là, ça mène bien loin? La question que d'aucuns se posent est de savoir quand est-ce que le PRD compte acter son divorce, de lui payer le renouveau, puisqu'on voit son leader s'afficher aussi outrageusement avec le leader de l'opposition. Bon, mais si ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, pourquoi pas, si c'est pour rattraper le temps perdu, si c'est pour préparer des missions de bons offices, se montrer plus disponibles pour le pays en joignant leurs énergies. Il faut pouvoir les y encourager aussi. C'est leur droit, c'est leur liberté. Et les électeurs choisiront le moment venu. Je n'ai pas d'autres commentaires.
Sûrement l'inspiration viendra. Vous aurez d'autres commentaires tout à l'heure. Alors, Agapi Napoléon Maforicain, comment expliquer ce rapprochement entre deux personnalités issues de camps opposés politiquement parlant? Non, ils ne sont pas issus de camps opposés réellement. Joël vient de rappeler ce que j'avais dit au début. Comment on se rencontre, comment on se retrouve. Il était ensemble en 2016. Donc 10 ans après, bon, si le cœur le en dit, ils peuvent se retrouver aussi. Mais en 10 ans, les choses ont changé. C'est peut-être ça, il faut qu'ils comprennent. Et visiblement, ils n'ont pas envie, ils donnent pas encore l'air de comprendre. Mais, parmi eux, il y a deux. En fait, ils sont deux. Hein. Et les deux jouent. Les deux jouent. Yahi a commencé l'année à faire le tour. C'est d'abord les vœux. Et au détour des vœux, on me dit à lâcher pour se repositionner au cœur. On l'oubliait presque. On ne pensait plus vraiment, bon, en dehors du patriarche à la retraite. Et apparemment, lui n'a pas envie qu'on l'envoie à la retraite. L'autre dirait ne m'enterrez pas vivant. Donc, visiblement, il a envie qu'on continue. Mais, il fait que les choses se passent. Quand vous ne savez pas quitter les choses vous quittent. On me dit ne tirez pas leçon du score désespérant de PRD en 2016. Vous avez beaucoup attaqué, vous me dites, autour de... Non, je suis un analyste et je parle des faits. En 2016, avec l'accord PRD et Zinsou, les fiefs PRD n'ont pas voté pour Moïse. Ils ont partagé les voix. L'hégémonie PRD dans ces fiefs n'a pas été de mise. Les voix ont été éparpillées. En 2020, lors des élections communales, oui, le PRD a retrouvé son hégémonie parce qu'il était candidat sous ses couleurs. La question, c'est que pour les élections prochaines, l'élection n'aura pas lieu avec les couleurs du PRD. Aucune élection n'aura lieu avec les couleurs du PRD. Il peut créer un autre parti, et il voit alors que ce parti-là arrive à avoir les couleurs du PRD. Or, le baobab et l'arc-en-ciel étant ailleurs, je ne sais pas s'ils peuvent le retrouver encore. Je ne sais pas si vous comprenez la problématique. Ils sont déjà distancés par l'existant. Bien des cadres du PRD sont déjà intégrés à l'Union progressive du renouveau. Même dans Porte-Novo, qui est le fief, vous sentez, le maire de la ville est l'Union progressive du renouveau. C'est le maire de la ville. Il est l'Union progressive du renouveau. Il ne va pas quand même se laisser compter. Il y a une élection législative d'abord, et communale. Il y a les chefs d'arrondissement, des élus communaux. Mais il faut que le PRD retrouve son ancrage. Ce n'est pas évident, l'avenir n'est pas avec lui, on me dit. C'est un octogénaire. Il a fait son temps. C'est un patriarche. Il peut conseiller. Il peut donner quelques directives. Mais lui, il n'est plus dans le projet. Il n'est plus maître du projet. Donc, où est-ce qu'il va? Comment il va faire? Moi, je connais les chefs d'arrondissement qui sont totalement, qui ont fini avec lui. Moi, j'ai fini avec le PRD. J'en connais au moins un qui dit, moi, j'ai terminé. Et mes militants ne se retrouvent plus dans ça. Il me dit, c'est notre patriarche. On ira le saluer, on peut lui faire la déférence, parce que c'est notre patriarche. Mais on n'est plus, lui n'est plus dans notre projet. Nous, c'est demain, c'est nos enfants. Et c'est ce que Patrice Talon fait aujourd'hui. C'est ça qui nous projette vers demain. C'est ce que ça dit. Donc, pour le Oumedi, là, si Yahi pense que ce qu'il ne peut pas avoir chez le FCBE, là, c'est chez Oumedi qu'il aura, mais il se trompe. Parce qu'il n'y a pas de vent là. Le vent n'est pas favorable par là. Bien, comme je vous ai dit, les cadres du PRD, même si aujourd'hui on me dit acte son départ de l'Union progressive de renouveau, il part avec qui? Les députés qui sont positionnés là, dans l'Union progressive de renouveau. Demandez à Parfait, j'ai vu un peu ça gêne quand il est allé dans une radio de la place. Mais il a trouvé, aujourd'hui, le porte-parole du président de l'Union progressive de renouveau, il va porter la parole de qui? Tout ce monde-là reconnaît Mbedi comme patriarche.
homme politique qui a fait de son temps, qui a donné sans doute énormément au pays. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. On va dire Mbedi mérite d'être célébré différemment. Mais pas dans ce champ-ci. Dans ce champ-ci, il ne le joue pas bien. Mais on ne va pas livrer ce personnage, il est immense, on me dit. Et lorsqu'on va énumérer de 60 ans aujourd'hui, des personnalités qui ont marqué leur temps, lui, magistrat très tôt, avocat après, ayant quitté le pays comme on sait, revenu, et avec les convictions qui sont les siennes, même si parfois on a l'impression d'une inconstance, il en a quand même eu, et on peut en trouver. Mais quand les temps changent, il faut comprendre que quand le rythme change, les pas des temps doivent changer. Et il est un acteur du rythme qui a changé. Son discours épique de 2016 va rester comme... C'est 2016, non? Monsieur le Président, vous avez hérité d'un pays totalement... oui, quand il saccagé. Président de l'Assemblée. Je pense que ce discours doit revenir. C'est un discours épique, c'est un discours qui va rester dans les annales. Il en a fait un très beau aussi en 2013, en 1993, quand le parti de la Renaissance du Bénin voulait l'éjecter, où il parlait de malaise d'un président de l'Assemblée nationale qui subitement se rend compte que... Donc, il a de ces gens de sorties et il en a fait. Mais il ne peut pas faire ce discours de 2016 là ne peut pas venir et il va nous dire encore autre chose. Ça, c'est de la tricherie. Et le patriarche ne peut pas tricher. On ne peut pas te dire que le patriarche triche. C'est la belle formule d'Adrien Moussou. Adrien Mbedi a fait économie de vérité. Ça fait déjà 20 ans déjà de ça. Parce qu'on dit, on ne peut pas dire un adulte a menti. C'était déjà il y a 20 ans, 2096. Donc, pour moi, Bodiniaï, c'est lui qui a forcé cette affaire. Et je pense qu'Adrien Mbedi a pris. Alors, et ça nous donne l'impression l'occasion de commenter. Mais pour vous dire la vérité, la vraie tempête dans un verre d'eau, c'est là le vrai problème. En fait, ces deux personnalités respectables qui ont fait leur temps, qui vont rester dans nos annales, mais honnêtement, qui ne sont plus dans le projet. Ils ne sont plus dans le projet. Et je pense qu'il faudrait qu'ils se convainquent. Ils ne sont plus dans le projet. Le projet, c'est avec Djogwenou et le PR. C'est avec Biochane et le BR. C'est avec peut-être les démocrates, avec lui-même Yaïboni en tête, mais les démocrates. Et comme les démocrates, lui, ne peut pas être candidat, donc on est un peu dans le même schéma avec le PR. Le projet, c'est avec les Jacques Ayadji, avec Moël, c'est avec Colonie Présidentielle, avec Renaissance, c'est avec Tébé, avec son parti, et ainsi de suite. Les projets, c'est ceux qui sont aujourd'hui chefs de parti et qui gouvernent. Ils ne sont peut-être pas, tout le monde n'a pas encore un parti de gouvernement, mais ils gouvernent leur parti et ils ont vocation à conduire les partis vers la conquête et la gestion du pouvoir. Or, l'élection est désormais quinquennale. Donc, vous n'avez plus beaucoup de champs de vous mettre en œuvre, en valeur. On finit 5 ans, vous devez travailler pour les 5 années à venir. Or, pendant ce temps, les partis qui ont gagné vont occuper le terrain. C'est pour ça qu'il n'y a que l'union qui peut fonctionner. Et cette union-là, je pense que le législateur a façonné pour que ça soit autour de 3 partis. Il ne faut pas qu'on tourne. Les parrainages pour l'élection présidentielle, si c'est 4, on ne peut pas avoir. On a déjà dépassé les 100. C'est-à-dire que les 16% pour le parrainage. 15%. Les 15% qui doivent occuper 3 quarts de 3 cinquièmes. Quand vous regardez, ça ne peut pas aller à 5 candidats. Ça ne peut pas. Théoriquement, 15% nous donne près de 7 candidats. Oui, ça donne 6 au grand maximum. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Même 7. 7, on n'aura pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, ça, c'est 15 plus 30, ça ne peut pas aller. Donc, ça fait 6 candidats en plus. Or, si vous ajoutez maintenant l'équation des 3 cinquièmes de couverture, vous comprenez que ça s'étiole. Et donc, on ne peut plus. Quand vous les analysez comme ça, vous devez avoir une vision désormais. Si vous avez envie de conquérir, d'exister politiquement, vous devez rentrer dans les fusions aujourd'hui, dans la logique de fusion. C'est pour ça que nous avons longuement parlé de Woro
et de FCBE, en disant leur avenir, ce n'est que dans une fusion. C'est la même chose. Les démocrates sont déjà là. La théorie, leur approche n'est pas bénéfique pour le parti. C'est-à-dire, en politique, ils devaient aller ramasser rapidement les subsides que leur offre la FCBE. Ils devaient être demandeurs, quémandeurs même. Quémandeurs même. Et après, en politique, il n'y a pas de... On a vu Mathieu Kérékou en 86-87 courir après le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qu'on avait taxé d'impérialistes, de structures impérialistes, de néocolonialistes, tout ça là. Mais quand on avait le dos au mur, ils ont couru. Ils ont couru, les mêmes révolutionnaires ont tout fait, ils se sont mis à jour pour faire tout ce que le FMI et la Banque ont demandé jusqu'à la conférence nationale avant que l'équipe de Soglo ne prenne le relais. C'est ça la réelle politique. Donc, pour moi, tout est avancé, les yeux fermés, comme un aveugle myope. Je pense que c'est pas politique ça. Ça, c'est aller simplement dans le décor. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Le PRD n'existe plus, mais Mbedi peut toujours garder son PRD à lui, dans son, comme son, disons, son patrimoine. Boni Aye, chef de parti, s'il pense qu'il va ratisser dans un parti qui n'existe pas, qui ne peut même pas signer avec lui accord de gouvernement, qui ne peut même pas signer avec lui accord de collaboration parlementaire, donc qui n'a pas grand-chose à lui donner, je pense que là, c'est une... Donc, du coup, quand vous regardez que rien n'est possible de ce côté, il reste quoi alors? Donc, c'est les rencontres d'agrément. Et ça, ils en ont droit. Ils ont le droit de se retrouver, de boire le champagne, de se serrer les pinces, de penser à l'avenir du pays, de discuter du monde, peut-être de parler du nouveau pape par ailleurs, et de parler donc des questions d'écologie, puisque c'est à l'air du temps, peut-être de disserter un peu sur la situation au nord du pays, et peut-être de remonter quelques éléments au chef de l'État, peut-être de penser au Niger. Et bref, ouais, il y a tellement de champs. Peut-être qu'ils vont faire une descente ensemble au GDZ, hein, pour apprécier, disons, ce qui se passe là, au chic, un peu pour emboîter le pas au président Soglo. Ouais, il y a peut-être assez de projets comme ça qui peuvent enfourcher, mais si c'est un projet politique, je pense qu'ils se trompent. Il n'y a pas d'avenir par là. Merci à vous, Joël Lategue-Degbe. Des rencontres, oui, mais le silence sur le contenu de ces échanges est total. Est-ce que le tandem Yayi-Hongbeji ne se joue pas un peu des analyses qu'on pourrait bien faire sur leurs rencontres, sur leurs différentes rencontres? Bon, vous n'avez pas tort d'insister, on ne sait jamais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer politiquement? En tout cas, de manière partisane, Agapit a presque tout dit, hein. Les marges sont très étroites. L'un va-t-il pouvoir créer de toutes pièces un nouveau parti et qui va retrouver ses fiefs d'antan pour faire pièce à l'autre qui est déjà en place? Je ne sais pas. Peut-être que les démocrates sentent qu'ils ont du mal à percer dans les anciens fiefs du PRD et font une offre de service, de collaboration. Mais ça implique beaucoup en termes de logistique. À 1 an des élections, recréer aller au divorce, au clash, ce serait avec qui pour le suivre? Je ne voudrais pas qu'il finisse comme un général sans troupes. Ce serait dramatique pour tous les mérites qu'il a eus, pour ce qu'il a pu démontrer dans le combat politique. Mais il ne faut pas se tromper des preuves de bataille, en tout cas. S'il voulait créer à nouveau un parti, oui, pourquoi pas. Il s'en crée tout le temps. Et un nouveau parti, donc avec du vieux, avec de l'ancien, la mayonnaise pourra-t-elle prendre? Est-ce que l'hégémonie du PRD reste intacte sur ses anciens fiefs pour que, enfin, le PRD pro-Hongbeji, à la manière de Hongbeji, pour qu'il soit une fiancée intéressante pour les démocrates?
Parce que le but, c'est d'avoir un allié qui vous permet de gagner. C'est d'avoir la possibilité de ces fameux accords de coalition. Mais vous ne pouvez vous mettre en coalition qu'avec quelqu'un, qu'avec une machine capable de mobiliser 10% au niveau national. Ce que le PRD, du temps de sa superbe, n'a pas pu faire. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Au niveau communal, ni au niveau communal, ni au niveau législatif. Je crois qu'ils étaient rentrés dans les rangs en 2023, donc ils n'ont même plus... D'ailleurs, ils n'ont jamais été aux législatives. En 2019, ils ont été disqualifiés. En 2023, ils étaient déjà rentrés dans les rangs à travers la fusion Union progressiste Le Renouveau. Donc, même l'ancien PRD, intrinsèquement, était devenu incapable d'atteindre les 10%. En quoi est-ce qu'un nouveau PRD serait capable dans ce laps de temps? On ne sait jamais, mais je pose les questions en termes d'analyse et de prospective. Donc, il faudrait que la nouvelle machine politique soit capable de mobiliser au moins 10% sur la base de ce qu'on lui prête, sur la base de ces... oui, il y a peut-être une présomption d'influence continue, ininterrompue. Mais les chiffres passés ne militent pas en faveur de ça. Donc, par quelle alchimie, soudainement, une nouvelle machine autour de Maître Mbedji atteindrait les 10% qui deviendraient éventuellement intéressants pour une coalition avec les démocrates. Donc, ce projet politique est sans queue ni tête au regard des conditions actuelles. Il ne reste peut-être que celui de pouvoir pêcher en eau trouble, le cas échéant. Mais je n'aime pas faire les procès d'intention. Je sais simplement que politiquement, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'opportunisme est souvent une vertu. Et peut-être qu'on se tient prêt à sauter dans une période d'incertitude, de confusion, à faire monter les enchères. Il n'y a peut-être que ça qui continue de mobiliser et qui donne du sens à ces rencontres. Autrement, ça ne distrait personne. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel risque d'être ailleurs, malheureusement. Oui, vous savez, ce qui me dérange un peu, ouais, quand vous prenez les deux personnages, c'est deux tempéraments différents. Hein. Aden Mbedji, c'est l'intellectuel feutré, disons, l'homme politique assumé, qui a ses convictions. Vous savez, bon, il a hérité un peu d'appétit. Hein, voilà. Et c'est-à-dire que il a coché toutes les bonnes cases du militantisme politique. D'abord militantisme et du militantisme politique. Donc, qu'au soir de sa vie, quand il dit le soir, je ne suis pas juge, mais à 80 ans, il peut se taper 20 bonnes années. Hein, mais quand je dis au soir de sa vie, c'est aujourd'hui, il n'a plus une activité politique. Et les tests que nous avons ne lui permettent plus d'être aussi, d'être candidat à l'élection présidentielle, par exemple. Donc, du coup, dès que tu dépasses ce niveau-là, tu es au soir. Donc, je ne parle pas de choix de sa vie, nécessairement en termes de l'âge. Mais qu'il ait fait tout ce qu'il a pu faire. On a traversé des mouvements. Mais son discours n'a jamais été au-delà de ce qu'il fait actuellement avec Boni Yahi. Il s'affiche. En 2001, voilà, il a refusé d'aller au second tour pour soutenir le président Soglo, qui disait que Mathieu Kérékou a bourré, enfin les militants de Kérékou ont bourré les unis au nord, que voilà, que c'est pour ça donc Soglo qui a gagné au second tour a refusé d'aller au second tour en 2001, ouvrant une crise parce que la loi n'avait pas prévu réellement, surtout qu'il y avait un délai enfermé. Donc, naturellement, le troisième devrait aller au second tour. Le troisième, c'était Mbedji. Mbedji refuse d'aller au second tour. Et on l'a fait ce qu'on a appelé le match amical, c'est-à-dire entre Mathieu Kérékou et son ministre d'État à l'époque. Peut-être qu'ils avaient pensé provoquer une crise. Exactement. Bruno Amoussou. Les candidats Zanaï avaient décrété ce jour de prise de fonction de Mathieu Kérékou. Ce deuxième mandat de Mathieu Kérékou en avril 2001. Une journée de deuil national. Il faut qu'on le rappelle. Donc, Aden Mbedji a fait ça, mais
Après, il ne s'est pas empêché de rallier à nouveau le wagon Kérékou en 2003, si je ne me trompe. Espérant son soutien pour la présidentielle de 2006. En 2011, même chose avec l'Union fait la nation. On l'a vu. On l'a vu dans les conditions avant les élections où, par rapport à la LEPI, la Cour a imposé d'aller aux élections avec une LEPI que l'opposition majoritaire au Parlement ne voulait plus à voter une loi. La Cour a demandé qu'on y aille avec la LEPI. La LEPI est réalisée dans les conditions que tout le monde sait, abracadabra. Report ici, report là. On a réouvert le système, le fichier, intervention des anciens présidents de la République. On a fini par aller aux élections. L'opposition revendique la victoire alors que le chaos était acté. Le chaos, K-O. Donc, un coup chaos. Donc, le chaos était acté. On me dit qu'il fait un discours en disant j'ai gagné les élections, je formerai un gouvernement, mais le lendemain, il a disparu tranquillement de la scène. Et pendant ce temps, ces militants, comme les accotaires manifestaient, ils ont été molestés. Bref, c'est dire quoi? C'est pas le militant qui va offrir sa poitrine pour prendre les coups. Il ne l'a jamais fait ainsi. Or, Boni Yayi voulait bien ça. En 2019, s'il y avait eu cette même rengaine du côté Yahi, si ça avait eu lieu à Porte-Novo et dans les milieux et dans les fiefs PRD, ça aurait été difficilement contenable. Si Mbedi avait rallié le tandem Soglo Yahi, ça aurait été difficile à gérer. En 2020-2021 également. Je dis tout ça pour dire que Mbedi a fait l'essentiel. Est-ce que c'est maintenant qu'il voit que tout est noir et il va changer et noircir lui-même une page de sa vie? Moi, je ne veux pas croire cela. Puisque de toute façon, quand il va y aller, il va échouer. Il n'a plus la fréquence, il n'a plus l'allure, et il n'a même plus les militants qu'il faut. Même s'il récupérait l'ancien parti, je vous dis, même si on le lui retourne avec tous les attributs, il ne peut plus parce que les militants sont partis. La plupart, avec la refonte des élections passées, ils ont fait campagne avec le logo UPR. Et donc, il n'aura plus ce champ. Et donc, beaucoup de militants sont déjà dans une optique de l'avenir. Ils ne voient plus, ils adulent leur patriarche, mais ne le voient plus comme celui qui va leur donner les mots d'ordre. Et pour ne pas se tromper, on a vu Maga faire sa fin. C'est la même chose. Maga tenait à ce parti PNDD, Parti national pour le développement et la démocratie, autour de Ramatou Baba Moussa. Maga il tenait. Mais quelque chose qu'il a porté, quand les autres, les ont créé leur parti, je me rappelle, Falafia, on a vu ce que le parti a donné. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est évident que le militant finit par comprendre que ton temps est terminé. Et comme le temps de l'homme est limité, dans l'action, je veux dire, le temps de l'homme dans l'action est limité. Et même le temps de vie est limité, donc de toute façon. Mais le temps de l'homme dans l'action... En fait, chacun des deux serait présidentiable, que la donne serait différente. Merci. Donc, exactement. Il serait présidentiel, mais c'était parce que ça veut dire que ça se joue autour d'eux. L'avenir se joue autour d'eux. Parce que le projet, il peut porter un projet. Or, aujourd'hui, il ne porte pas le projet. Et le vrai problème des démocrates, on parle de Mbedi, mais alors, démocrates, et regardons aujourd'hui, est-ce que Boni Yayi est leur avenir? C'est pas évident. C'est le patriarche. Et tout le monde se tait en regardant le patriarche. Mais interroger ce qu'on appelle de record, c'est-à-dire dans côté jardin, interroger plein de militants aujourd'hui démocrates, ils vous diront non, on l'observe, on attend, on le voit. Parce qu'en réalité, Boni Yayi n'est pas l'avenir. Il n'a pas le projet. Il n'est pas le projet. Il ne porte pas le projet. Il peut soutenir le projet. Il peut encourager le projet. Il peut susciter le projet. Il peut accompagner le projet. Mais il ne peut pas porter le projet. Et donc, s'ils ne comprennent pas ça, je pense qu'ils iront dans le décor. C'est pour ça que moi, je pense que on en a déjà trop parlé. Je pense qu'il faut les laisser, même s'ils veulent danser le tango ensemble, ils peuvent danser leur tango. S'ils veulent faire des rencontres, c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent porter d'autres projets, un projet social, l'accompagnement des réformes,
le développement, des grands défis de notre monde d'aujourd'hui à leur place. J'ai cru comprendre qu'Adrien Ngwedi avait une fondation qui soutenait l'intelligence artificielle. On y est, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Donc, ils peuvent porter d'autres projets, mais pas les projets politiques, de la politique politicienne. Alors, on dira quoi? On dira que bon, les compères se retrouvent, ils ont le droit, mais le PRD, si on lui donne, on redonne le PRD même à Ngwedi aujourd'hui, il ne peut rien en faire de fondamental. Parce que derrière lui, il aura une foule qui n'est certainement pas là. Le groupe intelligible qui vote. Il aura Adjati Onibadjela, il a dit que la foule qui va crier derrière lui, Adjati Onibadjela, d'accord. Mais Adjati là, pour le rebâtir, il a fallu attendre Ngwedi. Et il a fallu attendre Boni Yayi pour le cinquantenaire, pour nous faire une rocade. Et surtout Patrice Talon pour moderniser totalement la ville. Adjati était en train de bâtir progressivement parce qu'il n'y avait pas le projet. Il n'y avait pas un projet futuriste. Donc, aujourd'hui, sans parler du nouvel hôtel de ville qui se met en place. Et du chef de l'Assemblée nationale. Et la statue de Tofa. Ah non, ça c'était la totale. Quand on a mis l'autre statue là en 96, c'était juste avant l'arrivée de Kérékou, le retour de Kérékou, mais les Porte-Noviens étaient totalement en liesse. Lorsque Patrice Talon a fini sa tournée et est rentré dans la ville, c'est un peu comme, j'ai pas envie de blasphémer, et du tout blasphémer, ni d'aduler ou de faire un culte de personnalité. Mais vous voyez, quand les Saintes Écritures vous parlent de l'entrée triomphale de Jésus à la veille de sa passion, on a eu l'impression quand Patrice Talon entrait dans Porte-Novo, pas Misérité, ce jour de janvier-février 2020, et c'était ça en 2020 ou 2021, après sa grande tournée, c'était extraordinaire. Donc, c'est dire que les populations voient ce qui se passe et elles sont sensibles au développement. Après, elles ne lâcheront pas Ngwedi, il va rester notre patriarche, je le prends pour moi-même, mais pas celui avec qui on fera demain. Il n'est plus dans le projet. Et ça, on va le marteler et le remarteler. C'est important. Nous devons, et en le disant, c'est de nous remettre dans le futur. Et c'est ce que nous avions eu à dire sur Ngbe et sur Oro. C'est-à-dire, l'avenir est dans la refonte. Au regard des textes que nous avons aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire si vous ne voyez pas les choses de cette manière-là. Même les partis de la majorité présidentielle qui résistent le comprendront à leur corps défendant que l'avenir est dans la refonte. Alors, d'un autre côté, toujours dans l'actualité, le médiateur de la République était chez Maître Adrien Ngwedi dans son rôle de promouvoir le dialogue. Sur nos antennes, quelques analystes politiques ont eu à intervenir sur le sujet, sur le plateau du duel. Nous vous invitons à suivre un extrait de leurs propos, le temps de revenir sur les analyses avec nos invités sur ce plateau. Moi, je dirais que le médiateur de la République veut justifier son budget. Voilà. Selon moi, ces différentes rencontres initiées ne sont qu'une balade de santé, au fait. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que vous le faites dire? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se posait la question à savoir le rôle, le véritable rôle du médiateur de la République dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, nous sommes constamment en crise. Durant cette période tumultueuse que notre pays a traversée, mais cette institution est restée transparente jusqu'à ce jour. J'en veux pour preuve les événements de 2019. Quel a été le rôle de cette institution? Selon moi, aujourd'hui, le médiateur de la République veut juste justifier son budget auprès de ses patrons. Mon vis-à-vis est en train, disons, d'ignorer, en fait, ce qu'une médiation peut faire dans un pays. Parce que dans une médiation, on a beaucoup à gagner.
Parce que lorsque les acteurs politiques sont en conflit, il faut quand même que quelqu'un jugé a priori de neutre puisse intervenir. Mais le médiateur de la République, je rappelle d'abord que le médiateur de la République n'est pas une autorité politique, c'est une autorité administrative qui doit servir d'interface entre les citoyens et les pouvoirs publics, etc., pour que leurs droits soient respectés. Ce n'est pas non plus un tribunal. Donc, il n'est pas une autorité politique, mais du fait de son rôle, de faire la cohésion sociale, lorsque les acteurs politiques sont en conflit, qui est inhérent à la société, il peut intervenir. La preuve, les présidents d'institutions, y compris Yahi Boni, n'ont pas refusé de le recevoir. Si tel était le cas, ils allaient refuser de le recevoir. S'ils sont en train de le recevoir, c'est parce qu'ils savent qu'il a un grand rôle à jouer. Et j'espère que, à l'issue de ces rencontres, plaise à Dieu, quand même que chaque parti puisse concéder l'essentiel pour que on retrouve la paix autour des élections. C'est un extrait des analystes invités sur le plateau du duel dimanche, c'est politique. Alors, Joël Ataï Guédégbé, tournée du médiateur de la République, hein, quelle lecture vous en faites? Si le médiateur de la République se met à faire le tour des chapelles politiques, pour ne pas dire des leaders politiques, faudrait-il en conclure qu'il serait devenu sensible à leur penchant, ou aurait-il été aussi appelé par les uns et les autres? Comme M. Adoukonou, le second intervenant, l'a dit, le médiateur de la République est fondamentalement porté à traiter des différends entre les administrés et l'administration publique. Exceptionnellement, il peut être requis, sollicité par les acteurs politiques. Mais ce n'est pas son rôle de faire de la médiation politique. J'ose croire qu'il est désiré, il a été actionné ou par une institution de la République, ou que ceux vers qui il s'en va ont demandé à le recevoir. Il n'y a que lui, il n'y a que ses acteurs pour nous dire ce qu'il en est. Vous voyez, les choses ne sont pas si simples que ça, même avec un médiateur de la République. Et il faut croire que c'est la saison des tournées, des rencontres. Monsieur Richard Boni même a annoncé qu'il va faire son tour des différentes chapelles, des différentes personnalités. Au fond, et nous avons Nonvicha bientôt, qui va être là, le grand ballet. Le Nonvicha qui précède la présidentielle vaut le déplacement, et beaucoup vont le faire. Et on aura certainement encore à observer des connivences, des petites attentions, des inimitiés, je ne sais quoi. Mais tout ça participe probablement du folklore qui précède les élections, qui précède les grandes manœuvres. Ce ne sont pas encore les vraies manœuvres, ça. Mais c'est la toile de fond qui se dessine sous nos yeux, comme ça. Vivement que au chapitre, au principe de tout ça, soit l'intérêt général de notre pays, la préservation de la paix, le rappel de ce que la République, ce que le pays doit être au-dessus de nous, et malgré ce que la compétition peut induire d'ambition. Et pour le reste, on n'empêchera pas les supputations, les commentaires. Et je ne voudrais pas en rajouter non plus. Tant que ça peut aller dans le bon sens, tant mieux. Et la vie continue. Mais que chacun sache raison garder. Et si c'est pour anticiper sur des velléités de rupture de l'ordre,
public, si c'est pour davantage amener les uns les autres à s'inscrire dans le cadre des lois du pays, oui, pourquoi pas. Aucun acteur de bonne volonté ne sera de trop. La plateforme électorale des OSC est également dans ce balai-là, sans les caméras. Il y a peut-être quelque part nécessité que les uns les autres se parlent, mais je le rappelle, tant que c'est pour la bonne cause, oui. Pour le reste, il n'y a qu'à vomir et à jeter ça à la poubelle. Mais j'espère que nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Il est un peu excessif de dire que le médiateur tente de justifier ses émoluments ou son budget. Mais il doit pouvoir savoir raison garder, comme à la veille de 2023, il a fini par le faire en rencontrant les différents partis politiques. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Le rôle du médiateur de la République est-il en déphasage avec ces tournées récemment initiées? Non, écoutez, moi, c'est indécent de dire que le médiateur de la République justifie son budget. Mais réellement, quand vous regardez un peu comme il a déjà fait ça en 2020, il a déjà fait ça à Ouida, non? À Grand Popo. Alors, on n'a pas eu un rapport de ça. On n'a pas eu un rapport, on n'a pas eu la suite. Et là encore, il reprend. C'est comme s'il a un budget de trop, effectivement. C'est comme s'il a un budget de trop. Si c'est une mission que le président de la République lui a confiée, bon, que les gens sachent qu'il a reçu un mandat. Parce que sinon, on connaît son mandat. On connaît le mandat du président de la République, on connaît le mandat du médiateur de la République. Et ce n'est pas un mandat politique. C'est vrai qu'à l'installation de cette équipe, le chef d'État a évoqué la question. Mais l'Assemblée nationale n'a pas acté. Il n'y a pas encore eu une retouche. Et nous savons la célérité avec laquelle les réformes se font lorsque elles sont actées. Donc, dans le cas d'espèce, il ne faut pas que le médiateur montre qu'il s'ennuie ou bien qu'il a un budget qu'il a oublié de démontrer. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas envie de lui faire. C'est une personnalité de la République qui mérite d'être une institution qu'on doit respecter. Donc, on respecte, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'il donne cette impression-là. Et les gens qui le disent, il ne faut pas qu'on le dise, il ne faut pas qu'on soit amené à le dire ou même à le penser. On va dénaturer l'institution. Les acteurs politiques ont leur champ. C'est entre eux. Et nulle irruption dans ce champ ne permet d'aller de l'avant. Nul. Sinon, ils ne sont plus acteurs politiques. Les partis politiques, c'est eux qui animent la vie politique. Nos élections déterminent la dévolution du pouvoir et l'orientation de la gouvernance. Si la démocratie ne peut pas être un champ où les gens se battent, se combattent au regard des textes en vigueur, alors c'est quoi la démocratie donc? C'est normal que les gens ne soient pas totalement d'accord. C'est normal que d'autres revendiquent. C'est normal que d'autres se battent pour garder ce qu'ils ont de pouvoir. C'est ça le champ démocratique. Donc, il ne faut pas qu'à la petite chose, on dit on court. Moi, je pense que ce qui se passe avec le Midi, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a à le canaliser, à l'affaiblir et à lui montrer qu'il fait mauvaise route. On n'a pas besoin de médiateur pour ça. Tout comme Boniaï et Otsoglo, à un moment donné, ils ont fait tandem. Ils sont allés au Niger, ils sont revenus, ils sont allés au Togo. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils continuent de faire tandem. Mais il est évident que le pays tourne, les institutions tournent, la République tourne, l'administration tourne. Et donc, chacun a sa place. Donc, il faudrait que le médiateur reste à sa place. À moins qu'il ait reçu un mandat. S'il est reçu, ça aurait été bien que la communication nous le fasse savoir. Pour qu'on sache quelle orientation, quel regard porter sur la mission alors. Qu'on ait peut-être un petit retour après, habilement, je ne sais pas. Je dis toujours, lorsque la communication ne suit pas, il y a supputation. Et quand il y a supputation, on peut s'appeler dans tous les camps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une communication qui cherche ces choses. S'il avait reçu un mandat, ça aurait été bien qu'on lui ait été informé. Mais s'il ne l'a pas reçu, je pense qu'il n'a qu'à rester dans son champ. Il a déjà suffisamment à faire dans son champ. Et laisser les politiques faire leur jeu. Les politiques faire leur jeu. Et pour le moment, rien n'est encore hors de contrôle.
Rien n'est encore hors de contrôle. Bien au contraire, nous cherchons l'animation de la vie politique. Eh bien, nous l'avons. Alors pourquoi ça va nous déranger? Donc je pense que je vais parler de Vichianon. En réalité, la fête la plus proche des manœuvres, c'est la fête de l'Ignam. C'est le 15 août, c'est le 15 août. Oui, non, c'est très vite là. Ah oui, puis il y a la fête de l'Ignam. Ça va être le 9 juin, donc lundi de Pentecôte, 8-9 juin. Alors que le 15 août, lui vient encore. En août, on sera à 2 mois des échéances de tout au moins présidentiel, où il faut déposer les candidatures. On serait très proche des choses. Et donc, on va voir combien le déferlement vers Savalou et les autres villes qui accueillent ces choses-là, cette fête-là, parce que cette fête n'est pas que pour Savalou. Mais on va scruter un peu le mouvement des gens, et c'est intéressant. Voilà quoi. Donc, à mon humble avis, le médiateur, je pense qu'il a mieux à faire. À moins qu'il ait une mission, je le dis toujours, le chef d'État peut lui confier une mission. Si c'était le cas, ça aurait été mieux qu'on ait été un peu informé. Et qu'on regarde ça aussi, parce que bon, le regard de l'opinion, de la société, tout ça est attentif. Au moment pas de réduction des comptes, c'est toujours bon qu'on sache qui fait quoi un peu dans la société. Surtout que la Constitution et les lois ont conféré à chaque structure les parcelles de pouvoir qu'il doit gérer dans le cadre de ses fonctions, ses prérogatives, et donc dans le cadre également de la séparation des pouvoirs. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Nous tendons progressivement vers la fin, sinon nous y sommes presque. Joël Ataïgadegbe, alors FCBE, Richard Boni-Oru, le tandem Yahi Rongbeji, c'est quoi le projet concrètement? Le projet, c'est de ne pas disparaître, à tout le moins. Pour le reste, beaucoup de combinaisons sont possibles. Nous ne pouvons pas en décider à la place des acteurs. On a fait que supputer, et c'est à eux de nous donner quelques indications un peu plus nettes, et surtout aux électeurs, aux populations, pour qu'elles puissent choisir en connaissance de cause. À ne pas connaître le projet, comment voulez-vous qu'on choisisse? Donc si on veut donner sens à la démocratie, il faut aussi expliciter le projet. On ne va pas laisser les commentateurs, chroniqueurs deviser, supputer à n'en plus finir. Non. Une démocratie a besoin que des gens portent courageusement, explicitement voilà, des projets. Donc si le projet, c'était d'enfin nous révéler leur dessein, oui, super. Mais si ce n'était pas ça, voilà, ce ne serait que méprisable. Ou, pour revenir à ce qu'on disait avant, ce serait que la fameuse tempête dans le verre d'eau. Et la vie continuerait. Ce serait du déjà vu. Voilà. Question thématique à vous également, Agapit Napoléon Maforican. Quel est le projet derrière ces différentes... C'est comme si elle connaissait la réponse et qu'elle nous titillait depuis. On l'a déjà dit, non? Sur toute la ligne, on a dit, bon, il faut répondre à la question, comme c'est la question thématique. Bien répondons. Pour Richard Oru, c'est clair, il a fait une belle éruption. Je pense que son entrée en scène a été bien orchestrée sur le plan communication, sur le plan gestion de la parole. Je pense qu'il maîtrise la chose. C'est tant mieux pour lui. Il a encore le temps de faire son tour des chapelles et certainement de chuter quelque part. Donc, on va regarder ça de près. Donc, pour lui, le projet, à notre avis de l'analyse, c'est lui qui va chuter sans doute au BR. Enfin, c'est pas l'oracle, c'est l'analyse, c'est bon. Maintenant, il peut si je retrouve démocrate ou voilà. Parce que le BR également se dit libéral a priori. Ouais, et lui, son parti, c'est le libéral. Voilà. Bon, donc, du coup, c'est ça le parti libéral? Oui, tout à fait. Bon, donc la CBE qui se dit social-démocrate a le choix entre les démocrates qui se disent sociaux-démocrates et l'UP aussi qui se dit social-démocrate. Voilà, donc du coup, très bien, donc, pour ce qui est de l'idéologie.
Pour donc l'FCBE, c'est aussi simple que ça, c'est de se fondre tranquillement. À mon humble avis, Paul Nkpa essaie de tenir son gouvernail. La sortie de Milsa Diou n'est pas une, parce qu'il n'était pas dans l'histoire de ce parti. Il a juste fait une partie de l'histoire. Donc il quitte le navire. Merci pour lui. En tout cas, nous on est reconnaissants par ici. On l'a eu beaucoup de fois. Il a été généreux en disponibilité pour nos plateaux. Et c'est un très bon homme de débat et donc de force de conviction parfois. Donc, exact. En tout cas, merci pour lui, je le lui dis. Et puis, voilà, Adrien Ngwedji Boniaï, deux patriarches, qui, à mon avis, n'arrivent pas encore à s'approprier les nouveautés. Enfin, ils sont encore dans l'ancien système. Et bon, donc parfois on refuse, on refuse on refuse de s'adapter. Par exemple, je dis, bon, moi, j'ai des affaires pour moi, ils n'ont qu'à continuer, moi, je m'arrête ici. Donc, peut-être que c'est ça qu'ils font. Et là, bon, maintenant, dans quelques mois, ils vont retrouver sans doute le président Talon. Et peut-être qu'ils vont continuer le chemin. Ensemble, ils vont montrer au président Talon ce que c'est que la vie de l'ancien président de la République. Peut-être, je dis peut-être, parce que le président Talon doit avoir d'autres choses à faire que de s'échanger les visites à ne pas en finir. En tout cas, le président Talon est encore là, il n'est pas encore parti. Et autour de lui, il y a encore beaucoup de choses qui se font et qui sont actées. Je pense que lui, au moment où il finit, la réforme du système partisan vient de montrer une fois de plus que c'était ce qu'il fallait faire, ce qu'il y avait à faire, et que même ceux qui l'ont combattu aujourd'hui se replient en zone, donc valide. Il valide après avoir combattu. Ça, je pense que tout ce que nous venons de dire, le projet, en réalité, quand on a dit tout ça, c'est poursuivre le chemin, poursuivre les réformes, c'est poursuivre les transformations du pays, c'est poursuivre la réforme du système partisan et tout ce que ça a comme contrainte. Puisque ceux qui même voyaient les contraintes et voyaient le côté négatif rallient le navire. Donc, on est en si bon chemin. Donc, comme disait l'autre en sciences géomancie, comment dire, donc, la voie est ouverte, que chacun joue sa partition. L'animation de la vie politique, c'est encore ça, c'est déjà ça. Et c'est donc maintenant. Alors, on n'a plus à se plaindre. Avançons, avançons et avançons. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafori, que vous avez déjà si bien conclu. Hein? Enfin, pour moi, oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Tension interne au sein du parti FCBE avec la démission de Alain Adiou. De notre côté, Richard Boni Oro avec son parti, le libéral, qui se positionne comme une alternative à qui nous le verrons très prochainement dans les dynamiques politiques électorales qui s'approchent. Le tandem Yayi Ngwedji qui doit adapter, les deux qui doivent adapter leur posture face en vue des nouvelles dynamiques politiques en cours, et le médiateur de la République qui quand même doit pouvoir faire une communication autour de cette tournée en vue de mieux expliciter ces différentes visites. Alors, c'est quoi le projet autour de ces différentes dynamiques, hein? Nos invités sont clairs, hein? L'essentiel, c'est de poursuivre dans le sens des réformes en cours, principalement la réforme du système partisan. Et nous voilà au thème de ce forum politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de prendre le rendez-vous tous les mercredis soirs à 21h30 et donc retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 15 mai 2025, toujours à la même heure. Et également, nous sommes en ligne. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes
plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte Insta ETélé en live et via notre application iOS et Android ETélé. ETélé avec vous pour vous. On va se donner rendez-vous mercredi prochain, toujours en direct du studio François-Xavier Noumon, également avec nos invités que je remercie, Joël Atay-Guédégbé. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican. Merci à vous. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs. Et alors, à la semaine prochaine.